C'est là qu'on sent que l'on vieillit, en fait, quand le CV devient si long. Donc, merci beaucoup, Mireille, de toute cette éloge. Mais encore une fois, on s'était vu l'été dernier avec toi, avec Béatrice Roderer, pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait à mettre sur ce sujet que vous aviez souhaité effectivement adosser à la COP21 en décembre à Paris, et de voir tout ce qu'on pouvait mettre dans 13 conférences. Donc je ne sais pas si le public ce soir a assisté à toutes les autres, parce qu'il y a eu quand même de très belles interventions, et notamment l'intervention d'ouverture de Philippe Madec, parce qu'on est sur des sujets où effectivement l'équation est à beaucoup d'inconnus, et on sait qu'à un moment donné, il n'y a pas des vérités, il y a une vérité à un moment donné qu'on partage, avec laquelle on travaille. Cette vérité est peut-être contestable, mais peut-être qu'elle nous permet, dès lors qu'elle est partagée, quand même d'avancer. On est sur un sujet extraordinairement complexe. Alors on a souhaité border un peu le sujet sur alors préserver, c'est prévoir, préserver et prévoir, prévoir et préserver. C'est un peu comme quand vous essayez d'anticiper des risques, qu'ils soient sismiques ou d'inondation. À un moment donné, vous essayez de prendre un peu conscience de là où il peut y avoir un problème à construire. On essaye d'anticiper pour éviter peut-être de le faire, ou de le faire d'une certaine manière. Et là, on s'est posé la question sur les centres historiques, parce que c'est vrai que Philippe Madec l'a dit à plusieurs reprises, ici à Chaillot et puis dans d'autres lieux, que finalement, quand on se limite un peu au périmètre de la France, et qu'on ne va pas trop chercher d'autres exemples, sachant qu'il y en a de nombreux autres, notamment en Europe et dans le reste du monde. Je vous invite pour ça à aller voir d'ailleurs le film Demain, qui fait beaucoup d'espoir, parce qu'il y a un moment donné, il y a les politiques des États, et puis il y a ce que ça et là des oasis qui se mettent en place pour dire oui, on peut faire différemment, on peut faire de manière très intelligente sans forcément avoir à faire des politiques nationales. Donc c'est un message d'espoir aussi pour dire que voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre, et que peut-être que ce 21e siècle, en tout cas, nous permettra de rentrer dans des logiques, non pas de dualité comme on sait si bien les entretenir dans notre pays, mais vers une plus grande unité, d'essayer de faire les choses de manière plus intelligente, avec des objectifs parfois inatteignables, mais qui nous permettent, encore une fois, peut-être un jour d'accéder à notre bonheur. Alors, on a mis le curseur assez loin, parce qu'on est allé jusqu'en 2100. Alors, je ne sais pas si on sera très nombreux dans cette salle à atteindre cette époque-là, donc on ne prend pas trop de risques finalement, puisqu'on essaye d'anticiper des choses auxquelles nous n'assisterons peut-être pas, sauf si, encore une fois, la biologie avance de manière extraordinaire vers le transhumanisme. C'est une des discussions qui a lieu dans pas mal de laboratoires en ce moment. Ça ne fait pas forcément rêver. Alors, on ne va pas parler de transhumanisme, on va parler effectivement de nos centres historiques. Et les centres historiques, il y a déjà un problème de définition, parce que qu'est-ce que c'est qu'un centre historique? Est-ce qu'en 2100, effectivement, un centre historique, ce sera quelque chose de beaucoup plus élargi comme conception? Est-ce que ce seront peut-être des villes qui sont nées de champs de betteraves, qui sont devenues finalement des lieux de lotissement très, très récents, et qui deviendront peut-être les centres historiques de demain? Et donc, à travers cette question, se pose, tel qu'on l'en soit, en tout cas, les centres historiques sur lesquels la France, à la seconde moitié du XXe siècle, a particulièrement investi en expérience. On sort effectivement de la Seconde Guerre mondiale avec des situations où tout simplement il y a eu très peu d'entretien, au-delà des questions de bombardement, très peu d'entretien sur énormément du bâti, et on paye à un moment donné le fait que tout cet entretien n'a pas été fait, que des immeubles risquent de s'effondrer, et qu'au-delà des débats entre anciens et modernes, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ce capital logement? Alors on va investir effectivement massivement, au-delà de la politique des secteurs sauvegardés, pour faire en sorte d'avoir, par une entrée patrimoniale, finalement, quelque chose qui va bien au-delà de la question du patrimoine. On va essayer de mettre sur pied des immeubles. On va commencer de manière très opérationnelle. J'ai un îlot sur lequel j'ai quasiment plus personne parce qu'on risque d'y avoir des morts. On va attaquer cet îlot. On va peut-être faire une opération un peu dure pour essayer de remettre un îlot sur pied. Et puis ça permettra, par des opérations tiroirs, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, de remettre sur pied l'entièreté des immeubles d'un centre ancien. Donc ça, c'est des politiques qui se font de toute façon dans le long terme. Et puis parallèlement à ça, c'est vrai que donc, tu citais le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc il naît en 72. Il y a des choses qui sont lancées, qui deviennent aujourd'hui des choses qui participent à ce que Pierre Rabhi appelle le soulèvement des consciences. Alors on y met des mots, on y met des chiffres qui sont parfois là aussi contestables, parce que finalement on n'en est pas vraiment sûr, mais de fait ça permet là aussi la convergence de pensée et d'action pour essayer de faire mieux. Voilà. Et faire mieux, ça nécessite effectivement de dire, chaque fois qu'on fait une opération, si on a l'occasion de faire mieux avec autant de moyens, regardons ce qu'il est possible de faire. Et puis,
Essayons de voir aussi dans quelle mesure on est souvent amené à zoomer sur des aspects très technicistes à l'échelle d'un appartement, à l'échelle d'un immeuble, et comment, lorsqu'on prend les choses avec un peu plus de hauteur au niveau de l'urbain, eh bien, on va essayer de trouver des équilibres. Voilà, c'est un peu comme l'accessibilité à Paris dans les hôtels. C'est vrai que certains hôtels, ça devient très très difficile de rendre accessible pour toutes les natures de handicap. Eh bien, on va essayer de regarder comment, dans une même rue, on va trouver un hôtel un peu plus loin qui, lui, a beaucoup plus de facilité à permettre l'accessibilité de ces chambres, et comment on va essayer de trouver quelque chose qui permet un équilibre et au final de répondre à nos objectifs sans forcément être techniciste, voire fasciste parfois dans des approches où il faut absolument que tout le monde y passe de manière totalement obligée. Et donc là-dessus, on en revient au film de demain, il y a des expériences qui se font. À Paris, beaucoup d'expériences. À Bayonne aussi, Jackie Cruchon nous en parlera tout à l'heure, et dans plein d'autres villes de France, sur des opérations, on a essayé de faire mieux, tout en restant un peu intelligent, et en prenant en compte le fait que lorsqu'on travaille sur des immeubles qui ont 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, pour certains d'entre eux, avant de se dire on va faire du développement durable sur cela, on va déjà être un peu admiratif sur le fait que les procédés de construction qui ont permis à ces immeubles de continuer à être, les procédés de maintenance aussi sur le bâtiment qui se sont mis en place parce que l'architecture permettait de bien répondre à des conditions climatiques ont perduré. Comment on va déjà essayer de faire aussi bien ? Et puis peut-être, ça et là, lorsqu'il est possible d'utiliser des techniques nouvelles, d'améliorer, mais peut-être pas de manière intégrale, mais d'essayer de prendre en compte ces choses. Alors tu parlais de Dieppe tout à l'heure en Seine-Maritime, c'est vrai qu'on a une ville qui a été entièrement bombardée à la fin du XVIIIe siècle par la flotte anglo-néerlandaise. Alors à l'époque, c'est vrai que les bateaux, c'est des vraies forteresses de guerre. Ça bombarde pendant 3 jours, et puis la ville qui est en pan de bois brûle en grande partie, sauf les édifices en pierre, les églises qui souvent servent aux artilleurs pour régler leurs tirs. Et donc, on va se poser la question de la reconstruction de cette ville au tout début du XVIIIe siècle. Vauban va dépêcher un de ses ingénieurs, Vintabrin. Et puis à l'époque, on ne se pose pas la question de savoir si le marbre ou la pierre arrive du Rajasthan ou de Chine. On va faire, on a besoin de briques, on va aller prendre de la brique qui est à côté, on va aller la cuire avec les moyens du bord, avec les forêts d'à côté, avec les matériaux du sol que l'on va trouver à une vingtaine de kilomètres au maximum. On va exploiter directement ce qui se passe autour. Et puis cette ville-là, 200 ans après, elle est toujours en place, et certaines des menuiseries des immeubles de Diepois ont 200 ans. Voilà. Alors c'est vrai que les menuiseries qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui sont souvent extrêmement performantes, qu'elles soient en bois ou dans d'autres matériaux, mais est-ce qu'elles seront encore là dans 200 ans ? On peut se poser la question. Et donc à travers tous ces exemples, le fait de préserver, c'est pas uniquement pour se faire plaisir avec une relation un peu esthétisante à nos paysages urbains ou naturel, c'est de dire, à un moment donné, là, franchement, chapeau, il y a un truc qui tient la route, et comment on peut essayer, avec nos procédés industriels aujourd'hui, avec effectivement une mondialisation, d'essayer de faire aussi bien. Et là, on se confronte à une logique économique aujourd'hui qui est quand même assez destructive et assez destructrice. En fait, on a la technologie pour brancher une ampoule. Je ne sais plus dans quel état des États-Unis, il y a une ampoule qui est allumée depuis 1896. Elle a donc dépassé son centenaire, elle est toujours allumée aujourd'hui. En fait, on a énormément de technologies qui nous permettent d'avoir des choses extraordinairement durables. Ça commence par une ampoule, ça peut commencer par des machines à laver. Les machines à laver qu'on vend dans des hôtels ou des fours, etc., sont des choses qui sont extraordinairement résistantes. Et par contre, celles que l'on achète pour nos appartements, généralement, vont rendre l'âme au bout de 5 ou 10 ans, suivant que l'on aura plus ou moins fait tourner le tambour. Alors, on est confronté à cette société-là, qui a besoin d'avoir des choses, l'obsolescence programmée, qui tombe par terre. Et donc, c'est vrai que la logique qui va sous-entendre, puisqu'on va beaucoup parler de Paris ce soir, les travaux du Second Empire sous Napoléon III, on est, quand vous allez au Louvre, tu en parlais tout à l'heure, le Louvre, il y a des pierres de 2 mètres, elles arrivent des carrières du nord de Paris, c'est hyper robuste, c'est impérial, ça tient, c'est du temps où la France, là aussi, s'imagine éternel, du temps où la France, dans les écrits de Victor Hugo, c'est la capitale de l'Europe, c'est Paris, c'est une évidence. Et donc, tout ça fait qu'on a aujourd'hui des immeubles haussmanniens qui ont dépassé les 140 ans, qui sont hyper robustes, hyper malléables, sur lesquels on peut faire du bureau, du logement, plein de choses, et sur lesquels, dès lors qu'il y a une bonne maintenance, un bon entretien, globalement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme ça. Et à contrario, on a d'autres situations avec du patrimoine peut-être plus récent de la seconde moitié du XXe siècle, et Marie-Jeanne Dumont pourra en parler, sur lequel on a des situations peut-être beaucoup moins longues. Et puis on voit là aussi nos systèmes assurantiels, nos systèmes bancaires, comment je donne mon crédit, comment je
je donne l'assurance, alors une assurance décennale, quelques vices cachés, on ira peut-être un peu plus loin, en tout cas c'est l'architecte qui paiera pour les autres. Et puis on se retrouve dans des situations où on est complètement piégé par des billets de banque que l'on aligne à tous les étages sur le foncier. Et puis le foncier coûte cher en France parce qu'on n'a pas les politiques du nord de l'Europe de faire que le foncier c'est un bien partagé. Et du coup, l'argent que l'on met dans le foncier, on ne va pas le mettre dans quelque chose qui permettrait déjà sur le neuf d'arriver à des situations beaucoup plus intéressantes en termes de performance. On est sur ces sujets-là où les frontières sont perméables. Qu'est-ce que je fais avec l'existant? Qu'est-ce que je fais avec le neuf? Qu'est-ce que je fais avec le mode d'habiter? Qu'est-ce que je fais avec tous les appareils techniques que je peux rajouter dans l'architecture ou qui permettent de vivre avec un certain confort? Donc on a un débat absolument éternel et qui ne peut pas être totalement serré. Ça veut dire qu'on a de toute façon des familles de situations. On parle de la France, mais c'est vrai que dès qu'on change nos climats, on va avoir des situations extrêmement diversifiées. Alors tu parlais effectivement de la COP21, donc il y a eu le lancement de l'Alliance sur les bâtiments et les constructions, donc ce pourquoi je suis mise à disposition, sur lequel là on va essayer au niveau planétaire de coordonner un peu les plans climat. Alors on est un peu triste ce soir parce que Yann Françoise, donc, qui justement s'est occupé du plan climat de Paris, est à Singapour, donc il va remplacer au pied levé une autre personne. Et il n'a pas pu être remplacé lui puisqu'il est unique. Et donc il ne sera pas là ce soir, donc ça va vous donner tous un peu plus de temps pour parler. Donc la bienséance donne la parole à Marie-Jeanne Dumont, qui est donc architecte, historienne de l'art, qui enseigne à l'école de Paris-Belleville. Ça, c'est un des volets extrêmement importants, quelle que soit la manière dont on intervient sur l'existant, sur la ville constituée, sur la ville en train de se construire, sur le neuf. C'est la question de niveau de formation. Niveau de formation des maîtres d'œuvre pour le cas des écoles d'architecture, niveau de formation des maîtres d'ouvrage, des entreprises. Donc tous ces sujets, de toute façon, sont extraordinairement liés au fait qu'on a besoin d'acculturation pour ne pas rentrer dans les caricatures et de dire que telle ou telle chose n'est pas possible d'un point de vue de la déontologie, alors qu'on peut réussir à trouver des solutions, encore une fois, intelligentes et innovantes. Donc, si Béatrice Roederer avait pensé à vous inviter, c'est aussi parce que vous avez été longuement à la Commission du Vieux Paris. Donc, la Commission du Vieux Paris, c'est un peu cette exception parisienne. C'est elle aussi qui a sauvé la Tour Eiffel il y a très longtemps de cela. Mais c'est aussi le lieu où finalement la traduction d'un des documents d'urbanisme les plus aboutis de France, à part les secteurs sauvegardés, le PLU parisien qui a zoomé et puis s'est donné les moyens avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain d'identifier des immeubles sur lesquels il y aurait une protection un peu particulière, une protection ville de Paris. C'est vrai que quand on compare toujours l'Île-de-France, on se gargarise de l'histoire d'un des pays les plus anciennement centralisés sur la planète, avec un patrimoine absolument considérable, monuments historiques, mais finalement, il n'y a que 4000 monuments historiques en Île-de-France avec 8 départements, et puis si on va en Bretagne, il y a 4 départements, il y en a 4000. Alors, est-ce qu'on compare Carnac avec Notre-Dame de Paris, avec d'autres choses? C'est une autre question, mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans les protections du patrimoine, il n'y a pas que le monument historique et que vous avez expérimenté sur Paris cette possibilité offerte par les documents d'urbanisme de zoomer et de dire ici la démolition va poser un problème et quand on va faire quelque chose, on va le faire en y réfléchissant à plusieurs et à deux fois. Donc ça c'est un sujet sur lequel on aura envie de vous entendre. Et puis on sait que vous avez aussi participé à pas mal d'écrits, de critiques d'architecture. Vous l'avez fait avec François Chalin pour France Culture. Il nous manque François Chalin sur France Culture. Voilà. Je comprends que c'était énormément de boulot pour lui, mais il y a peu beaucoup d'émissions d'une telle qualité qui nous permettaient chaque semaine de nous nourrir. Donc vous avez participé aussi à pas mal de revues d'architecture. Je ne les citerai pas toutes en l'occurrence. Et donc, l'idée, je vous passe la parole et je vous présenterai après pour Jackie Cruchon et Yves Contasso à chaque intervention, de façon à nous éclairer un peu, et puis peut-être avec quelques exemples parisiens pour nourrir nos débats. L'idée, c'est vraiment, s'il y a une question qui vous brûle, vous la poserez, mais sinon, ce sera en second temps qu'on fera un échange avec vous tous. C'est bien de décliner PLU. Alors, je dois dire tout de suite que quand j'étais secrétaire générale de la Commission du Vieux Paris, je ne l'étais pas en tant qu'experte du patrimoine. Je ne suis pas architecte du patrimoine, je ne suis pas architecte des monuments historiques. Après ma formation d'architecte, j'ai plutôt obliqué vers l'histoire, et donc c'est plutôt en tant que historienne de Paris et de sa construction, et peut-être aussi flâneuse de Paris, ou amoureuse de Paris, que je me suis retrouvée dans ce poste où
Finalement, le rôle de la commission n'est pas de définir une politique patrimoniale à proprement parler, mais d'arbitrer un petit peu au jour le jour des cas particuliers, et de l'ensemble de ces cas particuliers, d'essayer de définir des doctrines de protection. Mais par ailleurs, la Commission du Vieux-Paris n'est pas un service administratif et elle ne remplace pas ce que fait la direction d'urbanisme ou la PUR à d'autres moments, enfin divers organismes de la ville qui définissent à proprement parler et puis le Conseil de Paris qui définit la direction que prendra la politique patrimoniale. La politique patrimoniale a pris effectivement une direction tout à fait particulière et ambitieuse lorsque, à l'occasion du PLU, du premier PLU en 2006, enfin mis en application en 2006, mais dont la mise à l'étude a coïncidé avec l'arrivée de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, une politique de protection municipale a été étudiée, lancée, mise en œuvre, qui a augmenté très nettement le nombre d'édifices protégés, puisque si ma mémoire est bonne, on est passé d'à peu près 1400 à presque 5000 édifices protégés. Donc d'une certaine manière, on changeait la définition de la protection par le grand nombre. On l'a changé aussi puisque les protections de la ville n'avaient peut-être pas la rigueur des protections des monuments historiques à proprement parler, et pas non plus les financements qui vont avec. Donc l'idée était probablement qu'il fallait protéger et qu'ensuite cet outil de protection permettrait de contrôler les mutations. Voilà. L'idée de la ville n'était pas de figer le patrimoine, de figer 5000 édifices, mais d'en mieux connaître et éventuellement orienter la mutation. Et si possible, empêcher la démolition. Ce qu'on imagine pour du patrimoine. Et de ce point de vue-là, et en tant que comité d'experts qui réunit à la fois des élus représentatifs des tendances du conseil municipal, des historiens, des représentants d'associations de défense du patrimoine et toutes sortes de profils aussi diversifiés que possible de personnes s'occupant de la ville, architectes des monuments historiques, architectes du patrimoine, donc praticiens, historiens, associatifs. On était aussi, au fond, dans la position, non pas de donner des leçons aux architectes ou aux maîtres d'ouvrage qui proposaient des mutations, mais d'essayer de leur montrer, d'être à la pointe du soulèvement des consciences, dont Frédéric Auclair vient de parler, c'est-à-dire ce que la société, que représentait au fond ce panel très varié, pouvait entendre sous ce nom. Donc, nous n'étions pas du tout dans la position d'un architecte des bâtiments de France qui contrôle, surveille et exerce une sorte de police patrimoniale au nom d'un certain nombre de textes de loi. La Commission du Vieux-Paris, elle était plus libre de ses avis parce qu'elle représentait plutôt, au fond, les mouvements de l'opinion et de la société à ce sujet, mais en même temps moins opérationnelle, en ce sens que ses avis ne sont que consultatifs. Le maire de Paris est libre de les appliquer ou non selon les cas. En tout cas, cette extension donnée par le PLU a au fond coïncidé avec une extension encore plus grande de la sensibilité patrimoniale des Parisiens, si bien que la manière dont pouvait s'exercer la saisine, enfin les consultations de cette commission ont été définies comme une saisine libre,
La commission peut examiner les projets qu'elle le souhaite. En tout cas, ça a fonctionné de cette manière pendant un certain nombre d'années. Et elle reçoit tous les permis de construire et de démolir, en tout cas tous les permis de construire qui ont un volet de démolition ou de mutation du bâti parisien. Si bien que c'est un poste d'observation unique en son genre des mutations. Tout arrive dans le service, tout est examiné et tout donne lieu à des visites et à des réunions et à des consultations et éventuellement à des tentatives d'amélioration ou de consultation. Donc ça veut dire des centaines de bâtiments et ça veut dire du coup une vue globale du territoire parisien. Tout se passe comme si le territoire parisien était globalement patrimonial ou sous surveillance patrimoniale, tout le territoire. Ça veut dire aussi tous les temps architecturaux et urbains, aussi bien l'hôtel particulier du XVIe siècle, pour autant qu'il en reste quelques-uns, pas beaucoup, du XVIIIe un petit peu plus, quelques immeubles du XVIIIe, pas mal du XIXe et surtout le XXe siècle naturellement. Mais la commission ne s'interdisait pas d'aller regarder du logement social des années 60-70 menacé de transformations fortes, importantes. Et puis tous les niveaux du patrimoine, c'est-à-dire des monuments historiques classés tels que l'hôtel Lambert et jusqu'aux petits immeubles faubouriens qui étaient quand même la part la plus importante des mutations qui arrivent sur le patrimoine parisien. Donc mes remarques, étant placées au fond en avocat du bâti existant, mes remarques se situeront à ce niveau-là et non pas au niveau de l'expertise que peut avoir l'atelier parisien d'urbanisme ou les ingénieurs qui ont étudié la thermographie de la ville de Paris ou les textes de loi sur le plan climat. Donc quelques remarques un peu pointillistes et toujours du côté pour être la voix de l'existant. Voilà. Et de ce point de vue-là, du moment que ces bâtiments, la plupart de ces petits immeubles de rapport des quartiers périphériques ont déjà traversé un siècle et demi, on peut penser que cette durée de vie d'un siècle et demi, 2 siècles, 1 siècle, est quand même une forme de patrimonialisation ou de patrimoine. On se sent légitime à considérer qu'est patrimoine tout bâtiment qui a déjà duré un certain temps. Et du coup, on peut aussi considérer qu'on n'a pas à abréger leurs jours, puisqu'aussi bien ils ont réussi à durer sans politique patrimoniale. Si la politique patrimoniale ou les politiques de développement durable consistent à abréger leur durée de vie, on se sent un petit peu mal à l'aise. Et ce malaise, je le retrouvais très régulièrement et je ne peux, pour l'expliquer le plus concrètement, que me référer à une remarque qui m'a été faite il n'y a pas très longtemps par un archéologue en poste en Bourgogne qui, lors de la restauration de plusieurs édifices très anciens, mettons, je sais pas, l'abbaye de Pontigny, ou telle église, ou telle petite chapelle romane du nord de la Bourgogne, a vu envoyer à la benne des tuiles. En Bourgogne, les tuiles sont assez durables. Mais dans certaines politiques de restauration de monuments historiques, si on veut faire durer l'édifice en pensant justement à l'horizon 2100, on peut vouloir changer certains matériaux plutôt que de conserver le matériau authentique. Du coup, les archéologues se sont interrogés sur ce matériau sur lequel on avait apparemment fait peu d'analyses auparavant, qui est la tuile plate. Et il a donc récupéré dans les bennes quelques tuiles plates de telle ou telle église de Bourgogne et il les a datées par expertise chimique, j'imagine, du XIIe siècle.
Et alors il a commencé à s'affoler et à alerter partout en disant « mais nous sommes en train de jeter à la benne des tuiles du XIIe siècle. Elles ont donc duré 8 siècles. Faut-il vraiment les jeter maintenant ?» Et l'argument était « oui, mais elles n'ont pas la garantie décennale. » Alors, ça vous laisse perplexe. Et voilà, ça arrive, on jette parce qu'il n'y a pas la garantie décennale sur des édifices, sur des matériaux qui ont plusieurs siècles d'âge. Eh bien, ça, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir à une plus petite échelle et pour des édifices peut-être moins importants, un petit peu sur beaucoup d'opérations qui sont menées sur l'habitat ancien. Alors, j'ai pris quelques exemples, mais l'exemple qu'on va voir le plus souvent, qu'on commence à voir depuis 3 décennies, mais qu'on est amené à voir de plus en plus, c'est l'isolation par l'extérieur. Ces édifices sont en général en moellon, mais en moellon enduit au plâtre. J'ai appris récemment, puisqu'il y a, je crois, quelqu'un qui fait une thèse à l'école de Chaillot sur le plâtre parisien, que ce plâtre était d'une qualité exceptionnelle. Et effectivement, ce n'est pas étonnant, puisqu'on voit des édifices en plâtre parfaitement bien conservés. Alors, sur cour, c'était souvent du pan de bois, ravalé aussi au plâtre. Ces édifices ont subi des ravalements assez dramatiques, surtout dans les années 50-60, parce qu'on s'est mêlé de les ravaler au ciment. Et ces ravalements au ciment, en général, ont fait des désordres intérieurs. Donc, de ce point de vue-là, l'enfer était pavé de bonnes intentions, parce qu'il s'agissait, soi-disant, de les prolonger, ces édifices, de les nettoyer, de les moderniser, de les prolonger, mais de fait, on les a déstabilisés, fait pourrir les pans de bois et on les a aussi dévalorisés esthétiquement. Du coup, ils ne sont plus classés comme étant du patrimoine. C'est typiquement le premier quartier qui a servi de pilote dans ces campagnes de ravalement, quand elles ont été lancées sous le ministère Malraux, c'est le quartier de la Goutte d'Or et Goutte d'Or Château-Rouge, là, les pentes de Montmartre. Et là, tous les bâtiments ravalés au ciment disparaissent les uns après les autres parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus considérés comme du patrimoine. Et par ailleurs, des désordres, certains liés au ravalement, d'autres probablement liés à d'autres raisons de mauvais entretien, les ont rendus très très fragiles. Mais ces immeubles du XIXe siècle en plâtre, comme celui-ci, a priori, on ne voit pas pourquoi on ne les isole pas par l'intérieur. Mais actuellement, si je comprends bien les règlements de plus en plus qui ont été passés ces dernières années, font du ravalement, de l'isolation par l'extérieur le cas général et de l'isolation par l'intérieur le cas particulier. Enfin, je suppose que des experts l'ont déjà évoqué ici. Enfin, moi, j'ai appris ça récemment. Encore une fois, je ne viens pas avec un point de vue technique, mais celui du paysage parisien. Si on suppose que ces bâtiments de Belleville, de Ménilmontant, de Charonne, de la Villette et de tous les anciens villages parisiens, qui ne sont pas forcément du patrimoine rural, qui sont du patrimoine spéculatif du début du XIXe siècle, s'ils doivent tous être isolés par l'extérieur, il n'y aura plus de Paris périphérique. Et puis, d'une certaine manière, ça revient à réduire le territoire patrimonial de Paris. Alors voilà un bâtiment qui était dans le 20e arrondissement, pour lequel était proposée une isolation par l'extérieur. Finalement, le maître d'ouvrage a accepté de limiter l'isolation par l'extérieur au cas de la cour. Et donc la cour est isolée par l'extérieur. Et voilà le genre de transformation qui est proposé par les architectes dans ces cas-là. C'est donc des panneaux de vêture d'une manière ou d'une autre, avec des modes, des enduits grésés dans les années 80, puis des panneaux plutôt du type peut-être
c'était à une époque de ciment amiante, et puis ensuite des panneaux plus légers. Aujourd'hui, d'autres types encore d'enduits, mais l'isolation par l'extérieur modifie totalement l'allure de l'édifice. Ça devient un bâtiment moderne, pourquoi pas, mais alors on ne voit pas pourquoi on prétend réhabiliter alors qu'on change complètement l'édifice. L'aspect extérieur sera différent, les percements sont différents, et il faut voir aussi que l'isolation par l'extérieur, à cause du retournement en tableau de cette épaisseur devenue maintenant quelque chose comme 15 à 20 cm, fait que les fenêtres sont plus petites. Ou alors vous devez en percer d'autres. Mais on ne peut pas garder, soit on garde les fenêtres d'origine, et alors on va avoir des fenêtres comme ça. Ah oui, non, c'est le petit outil, il est là. Et on va avoir des fenêtres. Bref, on a des fenêtres très étroites parce que l'isolation s'est retournée en tableau. On a un aspect complètement différent. Voilà. Tardo XXe siècle ou XXIe siècle précoce, mais c'est tout à fait autre chose. Et on peut regretter d'autant plus la disparition du paysage des quartiers périphériques de Paris que... pardon. Du coup, je crois que je ne fais pas bien. C'est là que je devrais... Non, c'est la souris ? La flèche de droite, peut-être. Je ne sais pas. Mais continuez à discourir sans Ça, image. peut-être. Non, je suis revenue en arrière. Voilà, on va ici, hop, avec la flèche ici, là, comme ça, voilà. Celle-ci ? Oui. Oui, c'est ce que j'ai cru faire. Mais quand ils n'ont pas été ravalés, c'est-à-dire quand ils n'ont pas eu d'entretien, qu'il y a eu une grande négligence des propriétaires, on constate qu'effectivement le plâtre parisien est absolument remarquable. Ces bâtiments avaient une dignité et une durabilité extraordinaire. Ça, par exemple, c'est un petit hôtel populaire du 20e arrondissement. Intérieurement, tout s'était écroulé. Hein, vraiment, il ne tenait plus debout, ni rien. Il n'y avait rien à en faire de sa structure intérieure. Mais sa façade était impeccable, et, alors quand même qu'elle n'avait été jamais ravalée, vraisemblablement, depuis le début du XXe siècle. Voilà. Ces ravalements par l'extérieur, du coup, ils exposent le bâtiment à des modes différentes, une mise au goût du jour, voilà, qui peut varier. Ça, c'est des logements sociaux des années 30 à Saint-Denis, ravalés par l'extérieur dans les années 80, avec voilà, des enduits grésés qui lui font perdre complètement la dignité qu'il avait, mais par ailleurs, ce bâtiment étant à proximité du Stade de France, je crois qu'il était de toute façon, il a été condamné plus récemment. Il y a des ensembles urbains qui sont en train de changer complètement d'allure à cause de ce ravalement, donc on perd tout l'authenticité, le matériau, la couleur et finalement l'allure de l'architecture de ces bâtiments. C'est la ceinture de Paris. La ceinture de Paris, certes, elle a été très critiquée à l'époque, certes, c'est très dense, certes, ce n'était pas très moderne pour les années 20 et 30, mais c'était une architecture très durable, faite pour cela, en matériaux de premier choix, de la bonne brique. Il n'y a pas de toiture terrasse encore, parce qu'apparemment, c'était l'étanchéité laissée à désirer, mais intérieurement et extérieurement, c'était des bâtiments tout à fait durables. Et on pouvait imaginer qu'une politique de traitement de l'isolation de ces bâtiments se fasse en concertation avec les 3 ou 4 bailleurs sociaux qui ont construit la plus grande partie des logements sociaux de la ceinture. Eh bien, apparemment, pas vraiment. On pouvait l'espérer, ça devait démarrer, mais voilà l'aspect que ça prenait dans les années 30. Il y a des morceaux de bravoure de très très bonne qualité dans ces bâtiments. Certes, les surfaces intérieures ne sont pas très grandes, mais on ne peut pas comprendre qu'on n'isole pas par l'intérieur, s'il le faut vraiment, des bâtiments qu'on pourrait restructurer de toute façon
facilement, puisqu'aussi bien ce ne sont pas des copropriétés, mais la propriété d'un seul bailleur social qui pourrait prendre 3 anciens appartements trop petits pour en faire 2 et obtenir donc des surfaces correctes. Eh bien, ces bâtiments, ils commencent à être isolés par l'extérieur. Et voilà un de ces bâtiments en briques que j'ai montré avant, tels qu'ils sont maintenant quand ils sont isolés par l'extérieur, avec un enduit grésé, blanc, qui ne va pas tenir longtemps, qu'il faudra repeindre tous les 10 ans. Ces bâtiments qui n'avaient pas eu un seul ravalement depuis les années 20, des années 20 jusqu'aux années 2000, vont être soumis dorénavant à un cycle d'obsolescence et de rénovation accélérée. Alors, autre exemple, ce sont les ravalements par l'extérieur plus récents. Donc, dorénavant, on considère qu'il faut des épaisseurs de plus en plus grandes lors des ravalements par l'extérieur. Là, il s'agit d'une opération qui va être publiée dans une revue d'architecture. C'est une petite revue de réflexion sur l'architecture qui s'appelle Criticat. Et qui vient de consacrer tout un article très très détaillé et argumenté sur ce problème de l'isolation par l'extérieur des bâtiments d'habitation. Et donc vous voyez à gauche ce que l'isolation par l'extérieur fait dans les alignements de rue. Vous avez un bâtiment ancien en pierre, là en l'occurrence la RIVP je crois a traité les deux bâtiments. Le bâtiment en pierre type haussmannien est isolé par l'intérieur. Le bâtiment en moellon pré-haussmannien isolé par l'extérieur. Donc il y a une rupture de l'alignement, des matériaux complètement différents, des proportions de fenêtres différentes puisqu'il faut retourner l'isolant. Et là, on a quand même bien voulu remettre in extremis les petits, non on le voit pas, bon c'est pas très grave, les appuis de fonte ont été replacés à la fin et des persiennes, certaines persiennes remises, mais vous voyez que la proportion des fenêtres n'est pas la même et l'allure du bâtiment, quand bien même on met des petits bandeaux d'étages pour rappeler l'architecture ancienne, toutes les proportions sont différentes et le vieillissement du matériau sera différent. De ce point de vue-là, les associations de défense du patrimoine ont beaucoup publié les 2 fenêtres, les 2 photos d'une petite église de je ne sais où, dans la Loire, voilà, église emballée dans une isolation par l'extérieur récemment au prix d'une perte complète de son identité. Voilà, on a obtenu un hangar. Dans d'autres cas, vous voyez des petites maisons ouvrières du Nord où l'une est ravalée par l'extérieur et l'autre non. L'Allemagne et l'Alsace qui ont été apparemment des départements pilotes, enfin pays pilotes pour l'Allemagne, départements pilotes pour l'Alsace, de l'isolation par l'extérieur, eh bien on arrive à des cas où même des monuments historiques sont isolés par l'extérieur. Et le marketing des fabricants de ces systèmes d'isolation par l'extérieur est qu'on peut reconstituer n'importe quel mot des natures et n'importe quelle allure. Voilà, on vous met un manteau, mais ce manteau va être stylisé comme vous le souhaitez, avec des faux colombages ou une fausse modénature ancienne. Donc l'isolation par l'extérieur, ça fabrique quand même des faux en architecture, soit parce qu'on a modernisé, soit parce que on fait semblant d'être à l'identique, mais on ne l'est pas du tout. Et puis un dernier exemple, mais la photo, ce n'est pas exactement c'est la même opération, mais c'est pas le même point de vue. Il s'agit d'un bâtiment d'un élève de Perret à Versailles, mais dans une rue qu'on souhaitait réhistoriciser à la Versailles. Et donc l'architecte des monuments historiques a isolé par l'extérieur le bâtiment de cet élève de Perret pour en faire un bâtiment plus versaillais, donc néo-Louis XV. Uniquement à base de ces vêtures et de cette modénature rapportée que commercialisent certaines sociétés.
Alors, une autre perte que je trouve aussi très importante, mais je crois que la politique a changé de ce point de vue. Il y avait dans les quartiers périphériques parisiens, disons les quartiers pré-haussmanniens, puisque du temps d'Haussmann, les persiennes ont été placées en tableau, mais dans le Paris pré-haussmannien, les persiennes en bois donnent une qualité graphique aux rues et aux façades qui est quelque chose de tout à fait remarquable et auquel, je pense, on est très très attachés, mais à une époque, alors même que d'un point de vue climatique, on pourrait imaginer que les persiennes sont très bien, à une époque, on les a retirées par obligation. Voilà un petit immeuble quai de l'hôtel de ville. Il y avait des persiennes et là, c'est une politique patrimoniale. L'architecte des bâtiments de France a trouvé que les persiennes avaient été rajoutées à un édifice plus ancien, qu'elles n'étaient donc pas contemporaines de l'édifice et qu'il fallait les enlever pour revenir à une authenticité antérieure. J'en profite pour dire que l'heure tourne. pour débattre aussi avec Yves Contas. Donc, mais je crois que cette manière de retirer les persiennes a disparu, sauf que quand elles n'y sont plus, c'est coûteux de les remettre et finalement on les remet rarement. Il y a eu là une perte. Il y a une perte dans la définition des fenêtres, évidemment, quand on retire toutes les menuiseries anciennes au profit de menuiseries modernes dessinées autrement. On peut apprécier cet effet de dentelle, mais il y a quand même quelque chose qui change dans le paysage parisien. Il y a aussi peut-être une perte et un risque pour le bâti chaque fois qu'on enlève une distribution flexible au profit, dans un esprit de normalisation de l'habitat social, au profit d'une distribution plus normée et moins flexible dans le temps. Eh bien, forcément qu'on va, là, peut-être pas diminuer la durée de vie de l'édifice, mais vraiment embêter les habitants qui ont perdu tout à fait dans la suppression, par exemple, de ces communications entre pièces par des systèmes de portes vitrées. Il y a un grand changement, voilà, dans le paysage parisien par transformation, par décalotage des toitures à la mansarde au profit de terrasses. Et c'est un mouvement de fond aussi. Et puis, voilà, je vais en terminer là-dessus. Il y a une époque qui est particulièrement menacée parce que particulièrement peu performante, voire franchement défaillante en termes d'isolation thermique. C'est l'époque où on a pensé qu'au fond, avec du chauffage, on se chauffait très très bien et qu'on n'avait pas besoin de façades isolantes. Et du coup, ces bâtiments très légers, avec leurs panneaux menuisés très légers, eh bien, disparaissent du paysage parisien, comme du paysage, je pense, d'un peu toute la France. Voilà, ce sont des façades rideaux, pour certaines de très grande qualité, mais qui disparaissent les unes après les autres. Voilà. Merci. Pour ces quelques remarques, pardon. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui... Non, c'est juste parce que... C'était un peu pointilliste, mais c'était pour amener quelque chose. En fait, on est presque content que Yann François soit à Singapour, parce que sinon on n'aurait pas eu le temps de vous écouter, donc c'est très bien. C'est bien parce que là, sur la fin de votre intervention, vous soulevez effectivement la question de l'énergie. Si nous étions dans un monde où l'énergie était libre et non polluante, effectivement, est-ce qu'on se poserait la question systématiquement sur des édifices un peu anciens, de voir ce qu'il est possible de faire en termes d'amélioration? Michel Goutal, qui est architecte en chef des monuments historiques, a été amené à intervenir sur une école monument historique inscrite à Maison-Alfort, et donc c'était un ensemble, un collège-lycée, et puis la question se posait, effectivement, on a des vitrages simples, des menuiseries des années 30, donc si on change l'entièreté de l'enveloppe d'un point de vue menuiserie, on était quasiment à 6 millions d'euros, puisqu'il s'agissait quand même d'avoir des choses, c'était des grands vitrages, des choses quand même assez conséquentes d'un point de vue du monument historique, et le coût de la mise en place de la géothermie pour l'ensemble de l'établissement était de 2 millions d'euros. Donc ils ont fait ce choix-là, ce qui ne veut pas dire peut-être que plus tard, il n'y aura pas des choix qui seront faits sur certaines façades d'améliorer dans de futures campagnes de travaux. C'est une discussion qu'on a eue un peu avec Yves Fonsasso l'autre jour au téléphone, sur cette question, là aussi, de l'équation à plusieurs inconnus, voilà, énergie, enveloppe, pas enveloppe, intérieur, extérieur. Alors c'est évident, quand on fait des choses par l'intérieur, on perd un peu de mètre carré, et le mètre carré parisien, on en revient à la question du coût foncier. Alors, Yves Contasso
Ça va être à votre tour d'intervenir. Je vais vous présenter un peu. Sur certains plateaux télé, comme ça, il y a toujours la volonté d'avoir des oppositions franches. C'est vrai qu'on n'a pas d'opposition franche sur notre plateau aujourd'hui. On est plutôt sur des convergences de points de vue, mais des pratiques qui peuvent être parfois différenciées. Donc Yves Fontasso, vous avez effectivement plutôt étudié les sciences de l'éducation à Paris 7. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière, sinon toute votre carrière, à la Banque de France. Et je retiendrai l'épisode de la Banque de France où vous avez été notamment chef du service développement durable, en 2010. Et puis vous avez, parallèlement à ça, été toujours militant pour pas mal de choses, militant pour la Fédération des banques et des sociétés financières, notamment de la CFDT. Vous avez également été militant écologiste puisque vous êtes rentré au Parti écologiste en 1993. Parti écologiste Les Verts, sur lequel vous avez effectué au cours de pas mal de mandatures parisiennes, des interventions suivant les positionnements que vous aviez. Vous étiez porte-parole des Verts à Paris de 1997 à 2000. Et puis vous avez également été très actif sur le plan national de 2003 à 2005. Vous êtes également adjoint au maire du 3e arrondissement en charge donc, du logement et de l'urbanisme. Je suis obligé de prendre le papier parce que vous avez fait tellement de choses que moi je me souviens de vous dans pas mal de situations, mais je préfère reprendre le papier. Donc vous étiez adjoint au maire du 3e arrondissement, notamment chargé du logement et de l'urbanisme, de l'environnement, des espaces verts, et puis de 2001 à 2008, adjoint au maire de Paris, chargé de l'environnement, de la propreté, des espaces verts et du traitement des déchets. C'est à ce moment-là que nous avons pas mal interagi, notamment dans la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, qui à Paris est un peu particulière, parce que dans les autres départements, vous avez des élus qui potentiellement ne sont pas les élus de la commune sur laquelle on s'interroge sur telle ou telle opération dans un site classé, mais à Paris, systématiquement, nous sommes quasiment dans une antichambre du Conseil de Paris. Donc ça donne des situations un peu particulières, pas désagréables, mais ça oblige les rapporteurs à écrire un peu différemment voilà, sur les sujets que nous avions eu à traiter ensemble. Voilà. Vous avez également été membre de la commission du Vieux-Paris, en interaction avec Marie-Jeanne Dumont. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse la parole pour voir un peu par rapport à ce qu'a dit Marie-Jeanne, par rapport à ce qu'on s'était dit, et puis aussi peut-être sur la mission que Jeanne Hidalgo, Madame Hidalgo, vous aviez confiée sur l'hôtel de ville notamment, pour illustrer notre propos. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Effectivement, c'est pas une confrontation, c'est parce que je ne crois pas qu'on soit dans ce type de relation. Alors, c'est un peu compliqué de parler de la fin du siècle à venir, parce que savoir dans quelle situation, à tous égards, nous serons, c'est quand même vraiment faire un peu des paris. C'est quand même imaginer d'une certaine manière que quand on sera en 2100, on parlera du patrimoine comme si les bâtiments qui ont été construits au XXe siècle étaient des bâtiments très anciens. Alors, rêvons pas, il y en a un certain nombre qui d'ici là seront par terre, vu les techniques utilisées aujourd'hui, ou en tout cas qu'on a, y compris encore aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Donc c'est quand même un peu compliqué de se projeter aussi loin que cela. Mais en même temps, et vous l'avez évoqué, la question de la transition énergétique, elle ne peut pas attendre. Elle ne peut pas attendre parce que sinon, en 2100, là, on aura sans doute d'énormes difficultés. Évidemment, c'est pas, et là aussi je voudrais le dire, la question de la construction des bâtiments nouveaux qui va régler le problème de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est bien les bâtiments actuels qui doivent être rénovés qui portent d'une certaine manière la solution. Vu les rythmes de construction, d'ici 2100, il n'y aura pas beaucoup de changements pour les constructions neuves. Alors, en même temps, et ça a été dit, moi je crois que c'est important, la pire des choses, c'est de dire Yaka, Faucon, c'est simple. C'est pas vrai, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué à la fois au plan technique, mais pas simplement au plan technique, parce qu'il y a des dimensions sociales, financières, une complexité rare. Et quand on voit un certain nombre de bâtiments, on peut parler de l'habitat dégradé, des copropriétés dégradées à Paris. Quand en 2001, on a commencé à s'y attaquer, évidemment, on s'est aperçu que la plupart du temps, c'était des copropriétaires qui n'avaient absolument pas les moyens financiers d'entretenir leur patrimoine. Et donc leur dire, vous devez rénover, vous devez faire les travaux de maintenance, c'est totalement illusoire parce que financièrement, c'était absolument impossible. Et puis, il faut éviter aussi les affirmations un peu péremptoires du style l'isolation par l'extérieur, ça règle tout.
On est passé très près de la catastrophe dans une des lois récentes où c'était prévu que ça devienne obligatoire. Heureusement, ça a été retiré, mais c'est vrai qu'il y a encore des menaces à travers un projet de décret qui dit que ça sera la règle sauf exception. Or, de mon point de vue, en tout cas, c'est une aberration totale, c'est une méconnaissance des réalités. Quand on regarde notamment le patrimoine bâti parisien, il y a toute une partie du bâti parisien qui n'a absolument pas besoin d'isolation par l'extérieur. Ce n'est pas techniquement nécessaire. Et même par l'intérieur, dans beaucoup de cas. Quand on regarde la capacité de ces bâtiments à bien vivre, et on est très loin de ce qu'on entend dire. Moi, je parle souvent du business de la rénovation. C'est mes amis suisses qui disent ça parce qu'ils disent aujourd'hui, c'est devenu un marché très rentable pour un certain nombre de gens qui poussent à la rénovation bien au-delà de ce qui est nécessaire parce que derrière, il y a de l'argent, et évidemment. Ça, c'est jamais négligeable. Alors, je l'ai dit, la transition énergétique, la rénovation est obligatoire parce que, je le redis là encore une fois, la planète, elle n'est pas en danger. C'est nous, les humains, qui sommes en danger. Mais la planète, elle vivra très très bien sans nous. Hein. Rêvons pas. Il y a des espèces entières qui disparaissent régulièrement. On n'est qu'une espèce parmi d'autres. Hein. Donc, ne disons pas que la planète est en danger. Disons que l'humanité est en danger. Ce n'est pas la même chose. Et si on ne réagit pas, effectivement, en 2100, vous le savez, en gros, c'est comme si votre corps augmentait sa température de 4 degrés. Ce n'est pas la température extérieure. L'impact, c'est ça l'enjeu. 4 degrés de plus, on n'est pas très bien quand on a 41 de fièvre. Donc, pour imager ce qu'est le risque du réchauffement climatique, c'est ça. En même temps, je l'ai dit, aujourd'hui, les enjeux, ils sont d'abord et avant tout économiques, financiers et sociaux. Ils ne sont pas tellement techniques. Ils sont en partie techniques, mais pas seulement. Et si on n'aborde pas la dimension de la rénovation avec l'intégralité de ces problématiques, je suis absolument convaincu qu'on ne fera pas grand-chose. Et hélas, on se rend compte aujourd'hui qu'on prend beaucoup de retard. Ça ne démarre pas vraiment. Il y a quelques opérations, mais par rapport aux objectifs qui ont été assignés, on est très, très, très loin du compte. Et régulièrement, le gouvernement, encore cette semaine, dit on va augmenter les objectifs, on va accroître les moyens, et ça ne suit pas. Et ça ne suit pas pour des tas de raisons. Je suis par ailleurs président de l'Agence parisienne du climat, et je peux vous dire qu'entre le moment où une copropriété nous dit je suis intéressé pour une rénovation et au moment où les travaux démarrent, c'est en moyenne 3 ans et demi à 4 ans. Vu les processus de décision, vu la complexité des montages, y compris avec les fragilités juridiques, typiquement au plan bancaire, vous l'avez évoqué, mais aujourd'hui, tous les ans, il faut qu'il y ait une loi pour que ce qu'on appelle l'éco-PTZ, c'est-à-dire les prêts à taux zéro pour de la rénovation, collectivement, puissent être utilisés. Il faut une loi tous les ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi où on est capable de dire dans 2 ans, dans 3 ans, notre dossier sera mûr, on pourra en bénéficier. Non, parce que c'est la loi de finances, et la loi de finances, par définition, elle est annuelle. Et donc, on a ce genre de difficultés structurelles qui bloquent les évolutions. Et puis, je voudrais aussi tordre le cou à une idée qui a été évoquée, c'est qu'on se dit, il suffit de mettre des énergies renouvelables et le problème de la rénovation thermique est réglé. Alors ça, c'est typiquement la fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée, pourquoi ? D'abord parce que le prix de l'énergie, même si en ce moment il est un peu dans un étiage bas pour des raisons très très conjoncturelles, personne n'imagine qu'il va rester au niveau où il est. Si vous regardez toutes les expertises de l'Agence internationale de l'énergie, de tous ceux qui travaillent sur ces questions, à moyen terme, on imagine que ça reparte très très haut, et y compris pour des raisons simples, c'est que par exemple, ce qui se passe au Canada avec le gaz de schiste, c'est en ce moment un risque majeur d'effondrement du système bancaire. Parce que les coûts de revient sont tels que les banques qui ont financé l'exploration du gaz de schiste n'arrivent pas à s'y retrouver vu le faible niveau des cours sur le marché mondial. Et donc on peut très bien se retrouver en quelques années avec à nouveau une explosion de tous les cours. Alors certes, il y a des questions géopolitiques, du retour de l'Iran, etc., qui peuvent laisser imaginer qu'on a du pétrole bon marché pour très longtemps. Très franchement, moi je ne parierais pas là-dessus.
Et pourquoi c'est une mauvaise idée, les énergies renouvelables, comme solution ? Non pas qu'il ne faille pas, évidemment, tout miser sur les renouvelables, j'en suis partisan, mais pourquoi c'est une fausse bonne idée de se dire si on fait ça, on n'a pas besoin de rénover ? D'abord parce que, économiquement, ceux qui aujourd'hui ont du mal à payer leurs factures, eh bien, si on ne rénove pas, ils continueront à avoir du mal à payer leurs factures. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, et vous savez qu'aujourd'hui, elle s'accroît de mois en mois. On est à plus de 5 millions de personnes aujourd'hui dont on pense en France qu'elles ont de réelles difficultés à payer leurs factures. Avec une augmentation du prix de l'énergie, ça ne va rien régler, évidemment. Et donc, la dimension sociale, elle est prégnante. Deuxième élément, c'est que lorsque on a des besoins de consommation qui s'accroissent, eh bien, ça veut dire qu'il faut investir dans les unités de production. Et les unités de production, c'est pas terrible d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, du point de vue de la consommation d'énergie, etc. Et puis la géothermie, on ne peut pas en faire partout. On ne peut pas non plus multiplier les prélèvements parce que sinon, tout bêtement, il y a un phénomène de réchauffement de la nappe qui fait qu'à un moment, c'est plus efficace. Donc, c'est limité. Du solaire et de l'éolien, à ce jour, c'est quand même un peu compliqué de le généraliser sur l'ensemble du territoire. On pourrait, mais il y faut d'abord un certain nombre de décisions et de mise en œuvre préalables. Alors, par rapport à tout ça, moi je crois qu'il y a une question qui est souvent posée de manière un peu caricaturale, c'est est-ce que préservation du patrimoine et rénovation, c'est possible de faire les deux en même temps ? Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que ça converge ? Moi je suis convaincu que ça converge. Je pense qu'au contraire, c'est quand on lie les questions patrimoniales et la question de la rénovation qu'on trouve les meilleures solutions. Parce que ça oblige à faire un effort et à ne pas tomber dans des schémas extrêmement simplistes. Marie-Jeanne Dumont le sait, moi j'ai demandé qu'au sein de la commission du Vieux-Paris, il y ait un groupe de travail d'experts qui se penchent sur ces questions pour qu'à la fois on fasse de la rénovation, mais qu'en même temps on puisse progressivement élaborer une méthodologie qui défende le patrimoine, qui le préserve, tout en travaillant sur ce qui est possible ou pas. Parce qu'il y a une méconnaissance terrible des techniques et des matériaux utilisables pour ce faire. Je tourne ma page, voilà. Alors, vous avez évoqué la mission que m'a confiée Anne Hidalgo. Anne Hidalgo m'a dit, à la Banque de France, je sais que tu as fait des choses, je voudrais que tu fasses la même chose à l'hôtel de ville. Alors, c'est quoi ? Simplement, elle m'a dit, il y a des bâtiments, il y a l'hôtel de ville lui-même, alors vous le connaissez, bâtiment inscrit, classé, forte valeur patrimoniale, et puis tout autour de l'hôtel de ville, il y a des grands bâtiments qui abritent beaucoup de monde qui travaille à l'hôtel de ville, des services, les élus, etc. Elle m'a dit, sur ces 4 bâtiments, je voudrais que tu me dises comment on peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre sans, évidemment, toucher au patrimoine. Et alors, je ne peux pas vous donner le détail du rapport que je dois lui rendre ces jours-ci, il est bouclé, hein, évidemment, mais les propositions que je fais, me semble-t-il, permettent d'améliorer considérablement tout ce qui touche aux consommations énergétiques, aux émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant le patrimoine. Alors, je dis pourquoi améliorer ? Parce que, vu la complexité, rien n'a été fait depuis des années. Et si vous allez dans l'hôtel de ville, si vous vous promenez dans les couloirs, vous verrez que c'est une passoire thermique terrible. Les fenêtres n'ont pas été changées. Dans les couloirs, vous avez des endroits où vous avez des superbes vitraux, il en manque des morceaux, c'est déformé, etc. Parce que ça coûte très cher, que personne n'ose rien faire. Et qu'en même temps, il y a une espèce d'image qui est on ne va pas investir dans l'hôtel de ville parce que ça donnerait le sentiment qu'on met de l'argent d'abord pour nous-mêmes alors qu'il y a tellement de besoins à l'extérieur. Et moi, j'ai proposé à Anne Hidalgo, qui en est d'accord, qu'au contraire, on en fasse un exemple de rénovation thermique et de sauvegarde et d'amélioration du patrimoine. Et c'est franchement pas si compliqué que ça. Pour l'avoir vu, là aussi, dans les bâtiments de la Banque de France, qui sont assez beaux, globalement, hein. Souvent de très beaux hôtels particuliers en province, et pour avoir vu ce qui a pu être fait dans un certain nombre d'endroits, que ce soit à La Rochelle, à Strasbourg, à Marseille, etc., il y a vraiment des capacités à faire des choses nouvelles. Alors à Marseille, ça s'est un peu arrêté, puisqu'il y a d'autres projets de rénovation, mais à Strasbourg ou à La Rochelle, typiquement, on a supprimé toute climatisation, on a fait plein de choses, et alors qu'il y a pourtant des machines qui dégagent beaucoup de chaleur à l'intérieur, mais on sait
traiter tout ça. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on va voir quelles seront les décisions d'Anne Hidalgo par rapport aux propositions, mais je crois que, franchement, ce n'est pas si compliqué. Alors, pourquoi ce n'est pas si compliqué? Parce qu'on oublie toujours une chose. C'est que dans les consommations énergétiques, toutes les études montrent qu'on a à peu près un tiers des consommations qui servent à rien. C'est du gâchis. C'est typiquement les projecteurs qu'on a là qui ne sont pas des LED. Alors ça consomme, ça c'est des radiateurs, mais ce n'est pas des lampes. Vous savez que 90% de l'énergie part en chaleur et il n'y a que 10% qui sert à l'éclairage. Donc il suffit de changer des LED. Voilà, c'est très simple. C'est tous les appareils qui sont jour et nuit en veille. C'est toutes les lampes qui restent allumées un peu partout, etc. Tout ça, c'est un tiers de la consommation. Et c'est vrai dans le tertiaire, mais c'est vrai à domicile. Chacun, chacune, faites le calcul chez vous, vous verrez. Et on a des familles qui font ça, c'est ce qu'on appelle les familles à énergie positive. L'Agence parisienne du climat, tous les ans, lance des appels à candidature et les gens diminuent leur consommation. Diminuent leur consommation avec 0 centime d'investissement. Je peux vous le dire, je l'ai fait à la Banque de France. 132 sites, on a baissé de 20% la consommation. Un seul investissement, 1 € par bureau, c'est un thermomètre. Un thermomètre distribué dans chaque bureau, 20% de baisse de la consommation. 1 degré de température, c'est 7% de consommation. Et la réalité, elle est là, c'est que dans les bureaux, vous regardez, le matin, vous avez souvent autour de déjà 20-21 degrés, parce qu'on règle mal la température. Et puis au fur et à mesure de la journée, vous avez les ordinateurs, vous avez le corps humain qui dégage de la chaleur. Et puis en fin de journée, vous avez en moyenne, dans les bureaux, 25 degrés. Sans que le chauffage ait été baissé. Et donc là, vous avez des sources d'économie considérables. Alors plutôt que d'investir des millions dans la rénovation, baissons effectivement les chauffages et on gagne très vite ce tiers de consommation d'énergie perdue, gâchée, totalement. Le deuxième tiers de réduction, alors pas simplement des consommations, mais quand même, c'est évidemment lié, tout ce que j'ai dit, et en termes de gaz à effet de serre, en tout cas c'est évident, c'est les énergies renouvelables. Quand vous passez, comme nous on vient de le faire à l'Hôtel de Ville, d'une énergie où il y avait 11% qui était en énergie renouvelable à 100% d'énergie renouvelable, vous réduisez d'autant les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact sur le réchauffement climatique. Donc ça c'est. Et puis le dernier tiers, ce qui reste, c'est effectivement le structurel. Et c'est là, et c'est seulement là, qu'il faut se poser la question de que fait-on pour gagner ce dernier tiers, ou en tout cas pour réduire les émissions liées à ce dernier tiers. Et quand on travaille comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire que quand vous appelez un bureau d'études ou vous faites faire un audit énergétique, on ne parle quasiment jamais du comportemental. Mais quasiment jamais. Moi, je ne l'ai encore jamais vu. Jamais vu. Et donc, les propositions qu'on vous fait, c'est de travailler sur les 100% de consommation et non pas sur les 33% de consommation, voire les 66% si vous n'avez pas du tout fait d'effort sur le deuxième tiers. Donc, on est à ce niveau-là. Et quand on pose des questions comme ça, on s'aperçoit que si, par exemple, on travaille sur les ouvrants, le toit et puis éventuellement le sol, eh bien, on a quasiment réglé la question des objectifs des plans climat. Je connais bien le plan climat de Paris, puisque c'est moi qui l'ai fait adopter en 2007. Et quand on a fixé une barre très très haute, 50 kWh par an et par mètre carré pour la construction neuve, en 2007, il y a presque 10 ans maintenant, et 80 kWh en rénovation, au début, on m'a dit « mais vous êtes fous, c'est trop ambitieux ». Et puis progressivement, les bons architectes, les bons bureaux d'études ont dit « ouais, c'est intéressant parce que ça nous oblige à faire les efforts et on y arrive ». Et aujourd'hui, ça se fait sans aucun problème, et y compris, on a malheureusement Feu Hélène Jourda qui a fait un bâtiment à énergie positive dans Paris, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et vous avez de très bons architectes, Philippe Madec qui a été cité, d'autres, évidemment, font aujourd'hui de la rénovation, première maison passive à Paris, et elle a été faite en 2007 par Pascal Gontier dans le 20e. Donc on sait faire tout ça, on sait, et il n'y a aucune difficulté.
Donc c'est sur le quartier Fréquel-Fontarabie. Donc premier projet en 2007. Alors il est sorti un peu plus tardivement parce qu'effectivement les délais après pour construire à Paris sont assez longs. Alors moi je voudrais aussi insister sur la question de la formation. Vous l'avez dit, moi je suis surpris de voir typiquement la rénovation, alors Marie-Jeanne l'évoquait, des immeubles sociaux à Paris. On a encore aujourd'hui des projets dont on se demande si, alors les porteurs de projets, alors il y a quelques, je ne vais citer aucun nom comme ça, je ferai de la peine à personne, mais quelques bailleurs sociaux, on se demande s'ils ont des architectes ou des ingénieurs. C'est vraiment à se demander qui fait leur projet, tellement c'est de mauvaise qualité, tellement c'est ringard sur le choix des matériaux, c'est totalement anti-développement durable, mais à tous égards. On a encore des tas d'isolation par l'extérieur à base de polystyrène. Enfin, vraiment, on se demande où on va, quoi. Et très souvent, ça n'a pas été évoqué, mais on connaît bien la problématique à la Commission du Vieux-Paris, avec des surélévations qui sont des prétextes pour densifier un peu plus. Et c'est le prétexte qu'on utilise en disant, pour financer l'isolation et la rénovation, on vous demande d'augmenter la hauteur. Et la hauteur, en réalité, est un faux prétexte, là encore, puisque ce n'est même pas aux meilleures normes. Donc la question de la formation, elle est essentielle. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un manque dans ce domaine, un manque de lieux, un manque de lieux d'expérimentation, d'échange. Alors on a certes un peu une matériothèque avec Ecopolis, mais franchement, c'est quand même très, très, très minimaliste. Il y a très peu de retours. Là encore, il y a le plan Climat Paris. Moi, je demande à chaque fois qu'on essaie de dégager a posteriori vraiment des éléments qui permettent de tirer des conclusions. On investit beaucoup dans le domaine de la rénovation, notamment des logements sociaux, mais quelle réalité derrière? On sait très bien que ce n'est pas forcément tout à fait conforme à ce qui a été imaginé, parce qu'entre la déclaration et puis la mise en œuvre, une fois qu'on a touché les subventions, il y a quelquefois, pas toujours, mais assez souvent, des changements. Et évidemment, les résultats ne sont pas là. Donc après, on nous dit « Ah bah oui, mais vous voyez bien, ça ne marche pas ». Et c'est prétexte à retarder ou à ne pas faire, etc. Donc cette question de l'évaluation, la question de l'analyse et du croisement de l'ensemble des données sociales, économiques, financières, architecturales, techniques, etc., ça me semble être absolument nécessaire. Je pense que Chaillot, d'ailleurs, de ce point de vue-là, pourrait être sans doute au cœur de la dynamique pour faire en sorte que ça devienne pas simplement à la charge des CAUE ou de l'Agence parisienne du climat, mais que ça devienne vraiment un lieu, parmi d'autres, de confrontation et d'expertise. Alors, je crois qu'il y a aussi des questions de réglementation. Quand je vois qu'on est toujours en train de nous dire maintenant, hors la VMC, double flux, point de salut, très franchement, aujourd'hui, on sait faire de la ventilation naturelle, sauf que c'est interdit. Sauf que c'est interdit. Et donc, on a de la surconsommation pour rien. Encore une fois, là, Pascal Gontier, pour ne pas le citer, ou d'autres, et mettent en œuvre. Donc, mais malheureusement, c'est interdit dès qu'on est en immeuble d'habitation. Voilà. Je crois qu'il y a aussi, Marie-Jeanne l'évoquait, la capacité à dire qu'il faut sortir de l'idée qu'on ne fait rien sans toucher à l'intérieur. À savoir que on le fait, ça commence à se faire, notamment sur la fameuse ceinture rouge des HBM, commence à se dire qu'on ne peut pas faire forcément de l'isolation par l'extérieur et que par l'intérieur, si on veut faire 30 cm d'isolant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les pièces sont déjà toutes petites, que lorsqu'il faut en plus tout refaire en termes de réseau, etc., quand on fait par l'intérieur, ça revient beaucoup plus cher. Et donc la seule solution, c'est de prendre 3 appartements et d'en faire 2. Et ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais c'est le bon sens. Mais sauf que, du point de vue de la loi, vous perdez un logement. Et donc, du point de vue de la loi SRU, vous diminuez votre pourcentage de logements sociaux. Pourquoi? Parce que cette loi est stupide au dernier degré. Vous ne raisonnez pas en superficie, vous raisonnez en nombre de logements. Donc, vous faites que des studios, vous arrivez très vite aux 20%, 30%, aucun problème. Vous ne logerez pas les familles. Si vous faites beaucoup de logements familiaux, il en faut beaucoup plus, évidemment, en termes de foncier, en termes de coûts, pour arriver aux 20%. Donc, tant qu'on raisonnera en nombre de logements et non pas en superficie,
effectivement, on aura ce type de problématique qui pourrait être réglée et pas avoir peur de regrouper plusieurs logements pour en faire moins, de manière à travailler aussi sur le confort. Dernier point, je crois qu'il faut aussi qu'on soit très vigilant sur ce qui se passe aujourd'hui. Dans les constructions neuves, alors celles et ceux qui me connaissent savent que je me bats contre un certain nombre de projets que je trouve anti-développement durable. Faire des tours aujourd'hui dans Paris dont on dit que dans 80 ans il faudra les détruire, je trouve que c'est absolument scandaleux et anti-développement durable au dernier degré. Comment peut-on imaginer qu'on investisse 500 millions dans une tour en sachant que dans 80 ans, et c'est écrit, elle redeviendra propriété de la ville de Paris, financée par des fonds privés, mais elle redeviendra propriété de la ville de Paris parce qu'à ce moment-là, on sait qu'elle ne sera plus en état et qu'il faudra soit la refaire entièrement, soit la détruire. Au-delà du fait que c'est l'argent public qui sera amené à gérer l'obsolescence organisée, programmée, datée, c'est quand même complètement fou. Et là, on a encore une vraie difficulté, c'est que ce n'est pas propre à Paris. D'ailleurs, qu'on voit tout un phénomène, et quand vous discutez avec les architectes, et moi, chaque fois, je leur ai demandé de me prouver à base de documents qu'ils atteindront les objectifs du plan climat, aucun, je dis bien aucun, n'a été en capacité de dire, ben voilà mes données, voilà mes calculs, voilà pourquoi j'y arrive. À chaque fois, c'est une promesse verbale, comme on dit, mais il n'y a jamais aucun document qui permet de le prouver. Et la meilleure preuve, c'est qu'on nous dit maintenant, on le fera sur une partie des bâtiments, mais on ne le fera pas sur l'ensemble du bâtiment. Donc on est là encore dans le jetable à court terme. Et puis, je crois que si on veut aller au bout, on a évoqué l'appel à projets innovants et les inconvénients de cet appel à tout point de vue, notamment pour la profession d'architecte. Mais je crois qu'on pourrait très bien lancer un appel à projets innovants sur la rénovation des bâtiments et pas sur la construction ou sur le bradage du patrimoine foncier parisien, en disant, ben voilà, il y a un cahier des charges, de manière à ce que ce soit pas ce qu'on a vu, les promoteurs qui prennent la main, mais un vrai cahier des charges, et que là, il y a un appel à projets innovants sur de la rénovation exemplaire, sur tout type de bâtiment, avec justement des objectifs d'éviter l'isolation par l'extérieur, d'éviter la dégradation du patrimoine. Et je pense qu'on aurait sans doute une capacité d'imagination et de montrer que dans ce domaine-là, l'école française peut être en pointe pour d'autres villes et d'autres pays. Voilà. Merci beaucoup, Yves Contasso. C'est assez frustrant en fait de n'avoir que 2 heures à discourir de tous ces sujets où on a évidemment envie de développer. Donc il y a eu beaucoup de choses de dites. Il y a eu beaucoup de choses de dites aussi sur notre surcapacité en France à légiférer à fond les ballons. Comme à une certaine époque, on faisait des lois qui avaient des titres. Aujourd'hui, la plupart des lois ont des noms de ministres. Donc il y avait une caricature un jour dans un des journaux, dont j'ai oublié le titre, qui était le côté... voilà, c'était pas l'écologie, c'était l'égologie en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ces lois, à chaque fois, il y a des véhicules possibles pour essayer d'améliorer lorsqu'il y a des bonnes idées. Vous avez cité la loi SRU, c'est une bonne loi. Après, c'est vrai que sur certains des amendements, il y a peut-être eu des erreurs de casting, des erreurs d'écriture, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai on n'arrête pas. Voilà, et c'est vrai que le code du patrimoine, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, comme par hasard, sont des lieux où on pense qu'il est utile de tout écrire, y compris lorsque les lois ont des titres pour lesquels on se dit, bon voilà, santé vieillissement, est-ce que c'est vraiment au code de l'urbanisme de faire que les Français marchent un peu plus et prennent un peu moins leur voiture ou pour faire fonctionner le palpitant de manière la plus régulière possible, et donc la pensée. Et c'est vrai qu'on est dans un système un peu délirant, et que l'on aurait envie de mettre en jachère, comme on le fait dans certains champs, l'Assemblée nationale un peu plus souvent, de façon à prendre le temps d'écrire les choses. Alors, on a souvent tendance à citer les Allemands sur ce qu'ils font de bien. C'est vrai qu'il y a certaines choses sur le côté « je vote une loi », j'en ai fait... j'ai vraiment pris le temps d'en évaluer l'impact, le coût éventuel, le coût de formation pour les fonctionnaires, pour les citoyens, pour tout un ensemble de choses, pour les professionnels. Et puis je vote la loi, je la teste, et puis 2 ans ou 3 ans après, je regarde ce qu'il en est, j'en fais une véritable évaluation. Et c'est vrai qu'on a tendance à essayer d'aller un peu plus vite, où on dit bah, finalement on fait une expérimentation sur telle ou telle région, 4 mois après on généralise, et puis 2 mois après ça passe au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec la 3e chambre du Conseil constitutionnel, pour voir s'il y a des choses un peu à limiter dans la case. Et ça fait que pour beaucoup d'élus, bah, c'est pas toujours simple, parce qu'on entend souvent dire
dans des villes peut-être de moindre importance que celle de Paris. En tout cas, finalement, voilà, on m'impose finalement d'essayer d'améliorer des sujets liés à la biodiversité, mais on m'impose également d'améliorer la densité. Et en fait, c'est toujours possible dès lors qu'il y a un projet, et c'est le sens de la contrainte qui est toujours vécue comme une perversion, finalement, la contrainte de, l'obligation de faire. Et à un moment donné, lorsque ça génère le projet qui arrive à faire le lien entre biodiversité, densité, énergie renouvelable, objectif 2050 sur le zéro carbone, etc., même si on est dans un pays hyper nucléarisé et que c'est tout à fait contestable, même si effectivement nous avons 2 réacteurs nucléaires en France qui fonctionnent à plein pour mettre nos appareils en veille toute la nuit, on sait qu'il y a toutes ces pistes d'amélioration. Voilà. Mais c'est aussi le bonheur d'être en France et de fonctionner aussi avec notre manière d'être finalement. Et on n'a pas quand même à rougir, parce que quand on regarde dans pas mal d'autres pays, notamment dans lesquels Jackie Cruchon a pu intervenir, on sait qu'on part parfois de beaucoup plus loin. Voilà, le temps passe et l'idée sera de vous laisser le temps de nous poser des questions ou d'intervenir. Donc Jackie Cruchon, qui est donc urbaniste, qui était directeur de l'urbanisme de la ville de Bayonne jusqu'à il y a très peu de temps. Tu as décidé de mettre en œuvre une retraite active. Ça veut dire que tu continues à être très actif, comme tu l'as toujours été dans ta vie professionnelle pour la ville de Bayonne. Je te tutoie parce que nous avons été amenés à pas mal de faire de coups ensemble, de coups sympathiques pour essayer de limiter la casse sur certains, justement, textes de loi. Et nous avons, avec toi aussi, donc tu représentes l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur protégé et sauvegardé, c'est toujours un peu long à dire, et en abréviation c'est juste impossible. Et donc tu es très actif pour ça, pour un réseau de plusieurs centaines de communes en France qui ont toutes effectivement intérêt à essayer de regarder comment on est intelligent, dans un contexte législatif et normatif existant qui a aussi son intérêt à être, parce qu'il n'y a pas que des gens vertueux sur les chantiers, nous avons aussi parfois quelques margoulins, et heureusement qu'il y a des textes pour encadrer un peu les choses. Et tu vas nous montrer un PowerPoint avec beaucoup d'exemples très concrets de ce qui a été mis en place à Bayonne et qui illustre ce qu'on disait tout à l'heure sur la sortie des secteurs sauvegardés où, oui, on parle patrimoine, mais on parle aussi récupération de cours intérieurs pour ventiler des locaux, des logements qui n'étaient plus des logements, qui venaient des réserves pour les commerces à rez-de-chaussée. C'est un travail de très longue haleine que tu as fait en tant que directeur de l'urbanisme, mais également depuis beaucoup plus longtemps pour la ville de Bayonne. Je te laisse en parler. Merci et bonjour, bonsoir même d'ailleurs. Oui, donc j'ai intitulé cette présentation « Bayonne créée dans le créé » parce que je m'oblige à un respect de la chronologie. Je vais vous présenter rapidement 25 ans de travail sur le centre historique de Bayonne. Et à mi-chemin de ces 25 ans, j'aurais pu intituler ça « Bayonne, son cœur de ville, écoquartier ». Donc voilà, mais parce que tout simplement on s'intéresse plus tardivement à ces questions. Donc voilà quelques vues générales du centre-ville de Bayonne. Ici, le petit Bayonne, là, le grand Bayonne. Voilà la Nive, au fond, la citadelle et le quartier Saint-Esprit. Et puis, et voilà donc, le Bayonne est un secteur sauvegardé sur 2 quartiers, le grand Bayonne et le petit Bayonne, donc 82 hectares. La moitié en cours d'eau et en fortification, dont la moitié en espace libre, mais malheureusement, les espaces libres sont à l'extérieur du cœur de ville, en quelque sorte. Alors, un petit élément intéressant, important, me semble-t-il, de cadrage. Voilà Bayonne dans l'agglomération, enfin, en tout cas, le cœur de ville. Et puis, c'est quoi? C'est un territoire qui rentre dans un cercle d'un rayon de 300 mètres. Le centre-ville est très petit. Nos centres-villes, des villes moyennes et petites, sont extrêmement petits. En moyenne, c'est 1 à 2% de l'espace urbanisé. Nécessaire d'avoir cette idée en tête. Et puis, voyez ici, le petit Bayonne, 13 hectares, et ici, l'hypermarché Carrefour BAB2 de l'agglomération, qui lui en fait 17. Je crois que c'est important d'avoir ces éléments en tête quand on réfléchit. La ZUP, par ailleurs, en fait 56. C'est une ville qui a joué un rôle militaire jusqu'au début du XXe siècle par rapport à l'Espagne. Elle ne s'est jamais servi, heureusement, mais en tout cas, elle était vouée à cette destination. Et donc, elle a été amenée à se développer dans ses remparts, ce qui a provoqué des questions évidentes de densité. Alors, vous avez ici le parcellaire qui est bâti à 100% sur 4-5 niveaux, et puis les rues qui font moins de 6 mètres de large. Donc voilà aussi quelque chose qui permet de positionner
la question du logement et de l'habitabilité dans le cœur de ville. Cette densification, elle est issue, bien évidemment, de l'histoire. Donc, quand Vauban reprend, ou fait reprendre plus exactement la fortification de la ville, il va faire supprimer toutes ces maisons en encorbellement pour passer à cette hauteur-là. Donc, on passe de R+1 à R+3. Et puis, au 19e, on va continuer à densifier. Et puis, au 20e, on va densifier encore. Et voilà un petit peu les types de bâtis qu'on peut avoir. Donc, un bâtiment... Quand il a de la chance, il est sur 2 rues, j'y reviendrai, avec un corps de bâtiment d'un côté, une cage escalier, un deuxième corps de bâtiment, mais parfois un corps de bâtiment au milieu, qui va poser un certain nombre de problèmes. Je vais y revenir. Et puis, quand on reprend en main le plan de sauvegarde, puisque le secteur sauvegardé était prescrit en 1975, mais pendant 15 ans, il s'est passé pratiquement rien. Donc, à partir de 90, on le prend en main, vraiment. Et on va y travailler pendant 25 ans. En tout cas, moi, j'étais présent pendant 25 ans. Vous voyez la perte d'habitants que l'on a eue, notamment depuis les 20 dernières années, et puis un taux de vacances énorme, 25% de logements vacants, ce qui va nécessairement peser sur l'approche que l'on va faire de la réhabilitation de ce cœur de ville. Alors, cette densification, elle crée des questions de sécurité et d'insalubrité. Voilà ici une image des îlots au premier étage. C'est des relevés qui sont faits en 1940-45, pendant la guerre. Bayonne est occupée et le maire de Bayonne confie à des architectes un travail pour qu'ils aient de quoi travailler et pour connaître aussi la situation de sa ville en termes sanitaires. Et vous voyez ici les pièces qui n'ont aucune fenêtre à l'air libre, en rouge. En gris, les pièces qui ont une fenêtre qui donne sur un jour second. Cage d'escalier couverte, puis 2 jours couverts. Exceptionnellement une courette. Et puis un tiers seulement des pièces qui ont une fenêtre à l'air libre. C'est évident que ces questions-là vont se poser. Et puis, je vous ai parlé d'une déprise démographique, et par conséquent, les propriétaires vont se dire, plutôt que d'avoir un grand logement, je vais en faire 2. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, hein, la fausse bonne idée. Voilà, on a des logements derrière, ici, en partie arrière. Ce bâtiment n'a pas de fenêtre, n'a pas de façade arrière. C'est pas le seul, regardez tout cela, hein, qui n'ont pas de façade arrière. Je divise, je fais un logement ici, sécurité incendie catastrophique, salubrité sécurité catastrophique. Les gens, ils mettent un miroir pour essayer de faire entrer un petit peu de lumière. Hein. Mais par ailleurs, c'est une ville qui est extrêmement intéressante. Donc on a des façades, des bâtiments qui démarrent à l'époque antique avec des surélévations, et puis du 18e, du 19e, un peu de 17e aussi. Des choses extrêmement intéressantes. Les escaliers, extrêmement importants. On a à peu près 1000 immeubles sur Bayonne. Et sur les 1000 immeubles, à peu près 850 escaliers comme ça. Hein. On du 17e, au 18e, au 19e, et au 20e, on continue. Il y a une vraie tradition d'escaliers majeurs dans cette ville-là. Les intérieurs. Bon, je ne ferai pas l'offense de dire que c'est magnifique. C'est loin d'être magnifique, mais par contre, il y a quand même des choses intéressantes qui vont nous intéresser aussi en termes thermiques et en termes environnementaux quand on commencera à y réfléchir. Ce plan de sauvegarde qu'on met en place, on a la volonté qu'il soit opérationnel, c'est-à-dire qu'on va se dire, structurellement, c'est inhabitable pour partie, c'est dangereux, ça pose problème, et donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais en même temps, on se dit très clairement, si on n'est pas capable de produire du logement, j'y reviendrai tout le temps, hein, d'une très grande qualité, c'est pas la peine d'espérer reconquérir le cœur de ville. Il faut absolument que le logement que l'on va faire sera très concurrentiel et doit l'être encore aujourd'hui par rapport au logement de périphérie, j'y reviendrai. Et donc on va essayer de proposer réglementairement des dédensifications. Les parties jaunes des plans de sauvegarde, c'est la démolition qui est imposée ou qui pourrait être imposée. Les parties grises, ce sont plutôt les parties d'immeubles qui peuvent être intéressantes, mais sur lesquelles on fait le choix de laisser une certaine marge de manœuvre pour pouvoir faire évoluer ce bâti et le rendre correctement habitable. Et enfin, tous les bâtiments qu'on va protéger avec leurs cages d'escalier, ou leurs escaliers plus exactement. Le curetage, vous l'avez un exemple ici, hein, on va dire par exemple que si on démolit ce milieu d'immeuble là, eh bien les logements devant et derrière deviennent à peu près corrects, ou en tout cas habitables. Donc ces parties-là, c'est évident que de dire à un propriétaire, les 4 studios là, de la partie centrale, vous les mettez à la poubelle, et puis ça ira mieux demain, c'est un discours qu'il faut pouvoir tenir, techniquement et surtout politiquement. Voilà un exemple de restructuration d'îlots, donc avant travaux bien évidemment.
et puis après travaux. Donc les fameuses parcelles bâties à 100% sur 4 étages. Le plan de sauvegarde qui dit, voilà, si on fait cette démolition-là, on devrait sauver l'îlot. Et puis le projet, lui, il est plus intelligent que la règle. Parce que quand on dit là, il faut démolir ici, on le fait de manière théorique, on le fait en discutant entre nous, on le fait sur une table de dessin éventuellement, mais on n'est pas forcément en prise avec la réalité. Donc on va travailler aussi pour que le projet soit plus intelligent et amène une bonification par rapport à la règle. Mais en tout cas, ça permet de dégager des cœurs d'îlot. Et donc vous avez les façades. Au total, la réflexion donc, qu'on se fait, c'est de se dire, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que restaurer. Si on continue ce qu'on faisait dans les années 70-80, placo, PVC, banalisation, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important d'insister. Et donc on décide, dès le moment où on prend en main ce plan de sauvegarde, c'est de sortir par le haut. On est dans une telle situation difficile qu'on se dit on n'a rien à perdre, il faut sortir par la qualité, par le haut. C'est le seul moyen d'espérer pouvoir modifier les choses. Et donc on décide de rechercher du qualitatif en permanence. Aujourd'hui, enfin il y a une dizaine d'années, de travailler aussi sur un bilan environnemental, mais sur lequel il est important de dire et de répéter qu'il n'y a pas que les économies d'énergie dans la vie. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'on ait une approche qui va prendre en compte le patrimoine et la culture, le social, l'économie. Et dans les restaurations, la consommation d'énergie sera bien évidemment à prendre en compte, mais c'est pas seulement ça, c'est l'humidité, le confort d'été, la santé liée aux matériaux, etc. C'est tout un panel de mesures à prendre en compte. Alors, concurrentiel, ça veut dire quoi en termes économiques? Ça veut dire d'une part, il faut que l'économie du projet soit satisfaisante. Sur l'agglomération, on a 80% des gens qui sont éligibles au logement social. Ce n'est pas la peine d'espérer de mettre sur le marché du logement qui sera hors de portée. Mais il faut que ce logement soit de qualité. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens financiers, des subventions, de la fiscalité pour réduire les coûts et arriver à des sorties de loyer satisfaisantes. Concurrentiel, c'est aussi, bien évidemment, valoriser au maximum le patrimoine, de façon à ce qu'on ait un certain intérêt à vivre dans ces logements. C'est aussi les rendre confortables. Donc c'est travailler avec des matériaux qui permettront que ces qualités de fonctionnement, l'inertie, l'humidité, soient satisfaits et qu'on puisse avoir cette qualité de vie à l'intérieur. Quand on va restaurer, en s'interrogeant sur le volet environnemental et forcément thermique, qu'est-ce qu'on cherche à regarder? On cherche à regarder 3-4 éléments simplement. Il y en a d'autres, mais en disant qu'on regarde quand même ça. Alors oui, il faut qu'au niveau de l'hiver, ça fonctionne bien. Mais surtout, il faut que ça fonctionne bien l'été. C'est-à-dire que si on a un inconfort d'été important, on aura complètement échoué. On va mettre la climatisation, de toute façon, ça sera inconfortable. Et puis, avec le réchauffement qui s'annonce de la planète, c'est évident que le confort d'été va être encore plus important qu'aujourd'hui. La perméance des parois, ce sont des bâtiments qui ont besoin de laisser migrer la vapeur d'eau. Travaillons dessus, utilisons les matériaux qui vont utiles par rapport à ça. L'effet de paroi froide, c'est pas forcément nécessaire d'isoler. Par contre, peut-être qu'il faut faire des corrections thermiques, peut-être qu'il faut travailler sur des choses un peu plus fines que ça. J'y reviendrai. Nous y reviendrons collectivement si vous le souhaitez aussi. Travailler aussi sur l'habitat, c'est le logement, mais c'est aussi l'extérieur. C'est la proximité immédiate, c'est les curetages, c'est les cœurs d'îlots, mais c'est aussi l'espace public, c'est aussi un certain nombre de services et de fonctions. Donc c'est réfléchir non pas que sur le logement, mais sur l'habitat au sens large du terme. Et c'est proposer des solutions dans le règlement et dans les discussions avec les opérateurs. Rendre le logement désirable, bien évidemment. S'il n'est pas désirable, pourquoi va-t-on espérer vivre là? Alors le désirable, c'est jouer éventuellement sur des terrasses, mais c'est aussi récupérer. Est-ce qu'un décor 18e n'est pas moderne aujourd'hui, et qui plus est, on l'apprendra plus tard, en termes d'effet de paroi froide, c'est extrêmement intéressant. Donc pourquoi s'embêter à l'enlever, Mais aujourd'hui, on s'interroge, on travaille aussi, effectivement, on souhaite travailler avec une vraie qualité complémentaire à tout ce que j'ai dit précédemment, sur la performance thermique. Pas que, j'insiste bien, mais c'est aussi un choix, en tout cas un objectif. Et voici ici l'exemple d'un bâtiment qui normalement devrait être un bâtiment de logements sociaux,
et dont l'étude montre qu'on peut être en BBC et très en dessous de BBC, puisque le BBC à Bayonne, c'est 72%. Le bâtiment basse consommation, pardon. Hein. Quand vous entendez parler des 50 kg, c'est pour le neuf. Et pour l'ancien, c'est 90 kg avec des coefficients majorateurs ou minorateurs. Bayonne étant un endroit où il y a des apports solaires et un climat un peu plus doux, on a un objectif plus important. Donc il y a un coefficient de 0,9, on doit être à 72 kg pour être en BBC. Et là, on est à 30% en dessous. Qu'est-ce qu'on a choisi? Tous les décors intérieurs sont conservés. En tant que de besoin, les lambris sont déposés, reposés, avec un petit peu d'isolant entre les deux. Une très forte isolation en toiture, sur la cave et sur le passage ouvert, où là, des surfaces déperditives très importantes. Au niveau intérieur, les murs mitoyens ne sont pas isolés. Ça ne sert à rien, et ça même peut travailler sur contrecarrer l'inertie. La façade en pierre, ici, elle va recevoir simplement 4 cm d'enduit à l'intérieur isolant, d'enduit isolant. La façade arrière, qui est en pan de bois, va être isolée par autant de centimètres de liège. Entre les mitoyens, donc je l'ai indiqué, pas d'isolation. À condition, bien sûr hein, que le mitoyen donne sur un volume chauffé. Quand le mitoyen est au-dessus du bâtiment voisin, il va falloir l'isoler, ça c'est une évidence. Mais à partir du moment où on donne sur un volume chauffé, c'est pas la peine. Entre logements, c'est pas nécessaire non plus, et les études le montrent systématiquement, hein, l'isolation thermique, j'entends. Hein. Sur rue, on souhaite conserver les menuiseries anciennes, donc on va travailler avec une deuxième menuiserie. Cette deuxième menuiserie, elle sera double vitrage si la fenêtre conservée n'est pas étanche à l'air, mais elle sera vitrage simple si la fenêtre conservée est étanche à l'air, c'est pas la peine d'être systématique. Hein. Des fenêtres plus isolantes dans les parties intérieures, avec avec bien évidemment un dessin de menuiserie, je dirais, conforme aux dispositions du plan de sauvegarde. Et puis enfin, le choix d'un chauffage collectif, d'une eau chaude collective et une ventilation hygro. Et on est donc à ce niveau, on n'a pas fait des choses extraordinaires. Par contre, la performance, elle est intéressante. Alors, l'accent sur les qualités de restauration, c'est une constante. C'est évident que si on n'a pas de qualité de ces restaurations, qu'elles soient esthétiques, architecturales, techniques, ben, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine d'espérer. Et puis, également, un gros travail sur les constructions neuves. Même si le plan de sauvegarde ne prévoit pas énormément de constructions neuves, il s'agit là aussi de travailler, de négocier, d'expliquer, d'échanger avec les architectes comment on peut, dans un tissu d'une préciosité particulière, d'un caractère particulier, comment peut-on insérer dans ce tissu des bâtiments neufs qui vont être non pas en rupture, mais en dialogue avec ce bâti existant. Et puis il y a des réinterprétations, ici un escalier par exemple, en béton, mais qui est un clin d'œil à ce patrimoine que j'évoquais tout à l'heure. L'espace public, bien évidemment, extrêmement important pour nous en tout cas, enfin pour tout le monde, mais ici la rue d'Espagne et l'enseigne nationale, avec des voitures stationnées et tout, une rue très largement en déperdition, on traite ça en espace public correct, assez simple finalement, et c'est devenu une rue numéro 1 en termes commerciaux. Ici, bien sûr, des espaces un peu plus intéressants, un peu plus vastes, qui permettent aux gens de flâner, de se reposer en bord de rivière, etc. Il n'y a pas que le logement, il n'y a pas que l'espace public, tous les acteurs doivent participer à cet effort-là, et notamment les commerçants. Un gros travail de négociation, de partenariat avec les commerçants, à la fois sur les devantures, avec des aides, pour faire de bonnes devantures satisfaisantes, voire même de belles devantures. Et puis un long travail de partenariat pour l'enseigne. L'idée étant qu'on peut se signaler sans pour autant empêcher les autres de se signaler et sans pour autant polluer l'espace public. Un travail de 3 ans avec les acteurs, les consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, les fabricants d'enseignes, les associations de commerçants, les bâtiments de France, qui a été primé d'ailleurs par le syndicat de la publicité comme démarche partenariale importante, et qui fait qu'aujourd'hui, dans Bayonne, vous vous promenez et l'enseigne est à sa place, elle signale bien les commerces, mais elle n'est pas du tout envahissante. Pour ce faire, il faut absolument faire adhérer les gens. Le contentieux n'a aucun sens, on est sûr d'échouer à chaque fois, donc ça ne se joue pas là-dessus. L'important, c'est que les gens puissent adhérer au projet.
Et dès le départ, on met en place une politique du patrimoine et de l'habitat. Les deux termes sont pour nous indissociables. Il est absolument évident que les logements, s'ils n'ont pas ces qualités patrimoniales, ils seront banalisés et sans intérêt. Cette boutique, elle est dans le cœur de ville. On avait racheté un commerce en rez-de-chaussée. Il est au service des gens, au service du public. Il y a deux salles. Une première salle où on indique sur quoi on travaille, donc découverte du patrimoine de Bayonne, avec un vocabulaire parfaitement sans concession, des mots très précis, meneaux, traverse, bec de Corbin, etc. Et puis dans la deuxième salle derrière, les savoir-faire. Comment on travaille et les savoir-faire. Parce que nous avons beaucoup travaillé avec les artisans. De façon, l'artisan est un élément, je dirais, de communication très fort dans la restauration. C'est le premier candidat quand un propriétaire veut restaurer son immeuble, plus que l'architecte. Et qu'il y a eu un gros travail de formation des artisans et de nous-mêmes au contact des artisans. J'insiste lourdement. C'est certainement pas à sens unique, c'est une réciprocité absolue, et qui nous a mené progressivement à modifier la règle du jeu, à réécrire le code, à réécrire la règle du secteur sauvegardé au fur et à mesure qu'on enrichissait notre connaissance sur les savoir-faire techniques. Ils sont devenus un vrai relais de la politique patrimoniale et de la mise en valeur. Aujourd'hui, on travaille avec les artisans aussi sur tout ce qui est écomatériaux, sur tout ce qui est environnement, économie d'énergie, etc. Avec des ateliers, et ce sont d'ailleurs les artisans. La personne que j'ai vue tout à l'heure qui est en train de poser, sans masque, je reconnais, mais de poser des sandwichs aux chambres, fait partie des formateurs aujourd'hui sur Bayonne. Oui, la question des normes. Alors, quand vous rencontrez un bureau de contrôle, et c'est votre quotidien comme le nôtre, il vous dit, moi j'applique les règles du neuf à l'ancien, et donc vous ne pouvez pas fonctionner, et on est souvent bloqué. L'exemple là, mais c'est une méthode que je vais vous décrire simplement, l'exemple là, il y a une verrière à refaire, et le bureau de... Donc nous on dit, ferraté, vitrage transparent, et puis voilà, la même chose que ça, quoi. Et le bureau de contrôle dit, ça ne marche pas du tout, parce que le document technique unifié, il n'existe pas pour le ferraté, il existe pour l'aluminium. Donc vous allez me faire une verrière en aluminium. Mais comme je sais que vous voulez sauver le patrimoine, vous la mettrez par-dessus la verrière existante, et comme ça vous sauvegardez le patrimoine. Donc on discute, on va prendre un café, et on commence à se voir même à se batailler, et on réfléchit. Et on se dit, mais la norme, qu'est-ce qu'elle veut? Alors il nous dit, s'il y a un coup de vent dans votre verrière, là, s'il y a un coup de vent, le vitrage s'en va. Si le vitrage se casse, il tombe sur la tête des gens, il les blesse. Si vous voulez mettre un vitrage feuilleté, c'est intelligent, il va être résistant, il ne tombera pas, mais il va baigner dans l'eau, il va se dégrader. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux? Je veux que le vitrage ne s'envole pas. Donc je mets un blocage mécanique sur mon ferraté. Je garde le ferraté d'origine et je bloque mécaniquement le vitrage. D'accord? Il ne s'envolera pas. Et j'ai besoin de drainer. Je mets un joint. J'ai un jour en dessous, l'eau coule, ça draine. Je ne veux pas que le vitrage tombe, il est feuilleté. Pour moi, il est transparent, donc il me donne le fait d'une vitre classique. J'ai répondu aux objectifs de la norme. Je n'ai pas respecté la norme, mais j'ai répondu aux objectifs. Chaque fois qu'on a une difficulté, on discute comme ça avec les bureaux de contrôle, avec des bureaux de contrôle. Il faut tomber sur la bonne personne dans le bureau de contrôle. Il n'y a pas de bons et de mauvais bureaux de contrôle. Il y a des bons et des mauvais gens dans les bureaux de contrôle. Pour conclure, tout ce travail, je cite régulièrement ça, si il n'y a que deux chiffres qui m'intéressent, en quelque sorte, après ce travail, après 20 ans de travail, 25 ans de travail, ce sont ceux-là. Que sont devenus nos ménages dans les cœurs de ville? Vous voyez, il y a 25 ans, il y en avait 40% de personnes seules, 30% de ménages avec deux personnes. Aujourd'hui, 60% de personnes seules et 25% de personnes de ménages avec deux personnes. 85% des ménages ont deux personnes. Maximum. Tout en toute logique, faisons des feux d'eux, faisons des studios, ça suffira largement. Oui, mais si on fait que ça, ça veut dire que demain, on a complètement vitrifié la production de logements dans le cœur de ville. Et voici, ici, la courbe des logements en 25 ans. Les une pièce sont toujours autour de 15%. Les T2 sont passés de 30 à 35%, les 3 pièces sont restées à 30%,
Et les grands logements ont un peu diminué, mais ces diminutions sont essentiellement liées au curetage, aux suppressions de pièces aveugles, en fait, en réalité, quoi. Et puis voilà. 10 ans plus tard, on a gagné 100 habitants. Ouf. Et 20 ans plus tard, on a gagné 700 habitants de plus. Donc les gens reviennent vivre dans le centre-ville. La vacance est encore présente, elle a régressé, mais elle est encore présente. Donc il y a encore du travail, incontestablement. Pour tout ça, donc d'où je parle aussi effectivement aujourd'hui, je parle de l'Association nationale des villes et pays d'arrêt d'histoire et des villes sauvegardées et protégées. Une association de 200 territoires qui sont soit labellisés villes d'arrêt d'histoire ou pays d'arrêt d'histoire, ou qui ont une AVAP ou une SBPUP, une aide de valorisation du patrimoine, ou un secteur sauvegardé. Et donc, en fait, ce sont des villes qui font de leur patrimoine un moteur de développement, qui sont fédérés dans cette association, qui est un partenaire, qui est un lieu d'échange, un partenariat, mais aussi un interlocuteur des pouvoirs publics. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur la loi patrimoine, vous en avez entendu parler dans la presse. Et donc, vous avez dans ces guides-là, dans les références là, de ces guides, vous avez ici un guide méthodologique qui a été élaboré avec le CEREMA, le CT à l'époque, mais le CEREMA de Strasbourg, sur comment approcher la performance énergétique du bâti ancien. Et comme notre association, il y a des villes de 500 habitants et Paris est aussi adhérent à l'association, donc il faut que le guide soit utilisable par toute taille de collectivité, donc il est fait aussi pour ça. Et puis, vous avez ici Quartier ancien, quartier durable, qui est un fascicule qui recense des expériences intéressantes de nos villes dans différentes thématiques, les déplacements, le logement, l'espace public, etc. Voilà, merci. Merci Jackie Cruchon.